was that? Si vous êtes une personne à peu près normale, c'est normalement la réaction que vous êtes censé avoir en découvrant l'épisode 18 de la saison 6 des Frères Scott. Alors, si je peux me permettre, parmi les réactions possibles, il y a aussi ça. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, c'est vrai aussi. Là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire « Mais de quoi tu parles? Les Frères Scott, c'est pas censé être juste une série pour ados, avec des acteurs beaucoup trop vieux pour jouer des ados, et des personnages qui vivent des trucs impossibles dans la vie réelle, comme dans n'importe quelle autre série pour ados ?» Et si, mais dans l'épisode 18 de la saison 6, le concept de truc impossible dans la vie réelle pour les personnages, il est passé à un niveau supérieur, à un niveau inimaginable. À un niveau où, quand vous regardez l'épisode, vous êtes persuadé que quelqu'un va frapper à votre porte et vous dire « C'était une caméra cachée, on vous a bien eu !» Mais bon, avant d'en parler, un petit peu de contexte. Les Frères Scott suivent l'histoire de Lucas et Nathan, des demi-frères que tout oppose, mais qui sont liés par une personne en commun, leur père, Dan. Et pour faire simple, Dan, c'est typiquement le genre de personne que vous ne voulez absolument pas comme père et encore moins dans votre vie. Concrètement, imaginez une liste de défauts et vous pouvez être sûr qu'il les coche tous. Jaloux, manipulateur, violent, égoïste, égocentrique, il a même été jusqu'à tuer son propre frère qui était plus apprécié que lui. Oh, ça m'a déjà fatigué. Et alors que Dan tente progressivement de se racheter au fil des saisons, en passant de méchant de la série à simple connard imbuvable de la série, le père des deux héros est soudainement rattrapé par le karma, puisqu'on apprend qu'il est victime d'un dangereux problème cardiaque et qu'il va devoir se faire greffer un nouveau cœur au risque de mourir. Et c'est là que la série a passé un cap et nous a offert la scène la plus ridicule, la plus improbable, voire carrément la pire de l'histoire des séries. Oui, n'ayons pas peur des mots. Ok, cool, mais c'est quoi la scène? Après des mois d'attente, Dan a enfin trouvé un donneur. Il va enfin pouvoir se faire opérer et retrouver une vie normale, même si clairement il ne la mérite pas. Du coup, tout logiquement, il se dirige vers l'hôpital où son tout nouveau cœur l'attend. Là, dans la salle d'attente, un nouveau personnage fait son apparition, un chien. Le twist, l'animal qui n'a aucunement le droit d'être à l'hôpital est là parce que son maître, légèrement défoncé, s'inquiète pour lui parce qu'il vient de manger sa propre drogue et est donc, lui aussi, quelque peu défoncé. Une situation plutôt amusante qui n'inquiète pas Dan, bien trop heureux de savoir que sa vie va changer. Aussi, il fait ce que n'importe qui ferait en découvrant face à lui un chien tout mignon, il le caresse. Un acte anodin? Mais pas du tout! Parce que comme la mort dans Destination Finale, on va découvrir que le karma a mis en place un plan machiavélique pour se moquer de Dan. Oui, et c'est là qu'on assiste à la scène la plus indescriptible de la télévision. Regardez. Non, vous ne rêvez pas malheureusement, vous venez bien de voir un chien défoncer, dévorer un cœur humain qui était tombé sur le sol après une chute ridicule devant les yeux du mec qui s'attendait à le recevoir lors d'une greffe. Wouh! Ça fait beaucoup à digérer là. Et cette scène-là, c'est ce qu'on appelle dans le monde des séries une scène Jump the Shark. J'en ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans la description, mais pour résumer, c'est quand les créateurs imaginent une scène qui casse tous les codes établis et la crédibilité d'un univers à cause d'une idée beaucoup trop extrême. En gros, imaginez un épisode de Grey's Anatomy où les médecins seraient en train de sauver la vie d'un alien tombé du ciel. Vous voyez un petit peu l'idée. Next Thursday, a mystery patient. 65-year-old female. Grey's Anatomy, new next Thursday on ABC. Et là, dans les Frères Scott, c'est flagrant. Alors qu'on est sur un thème sérieux dans une série plutôt drama que comédie la plupart du temps, cette scène nous bascule sans prévenir dans un monde sitcomesque avec un gag qu'on aurait pu voir dans Mr Bean. Il y a trop d'informations improbables à digérer d'un coup,
C'est surréaliste. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes? Est-ce que eux aussi étaient aussi défoncés que le chien? Est-ce qu'ils ont perdu un pari? Tellement de questions qui se bousculent dans nos têtes, auxquelles on a des réponses. Oui, plusieurs années après la diffusion de cet épisode, toute l'équipe créative qui était à l'origine de cette scène s'est réunie auprès du site The Ringer pour en dévoiler les coulisses. Et la première chose très importante à savoir, c'est que cette scène a toujours été pensée pour être comme ça. Ce n'est pas un problème de montage, ce n'est pas un problème de production, la scène qu'on connaît est exactement celle qu'elle devait être. Ah! Interrogé en premier sur cette idée totalement improbable, Mark Schwann, le créateur des frères Scott, a dans un premier temps tenu à apporter un petit peu de contexte à celle-ci. Nous ne voulions pas que la rédemption de Dan soit trop simple, nous ne voulions pas qu'il bénéficie d'une greffe classique. On voulait vraiment l'amener au bord du précipice de l'espoir et voir comment il réagissait à ça. Et j'ai alors pensé, quelle pourrait être la façon la plus absurde de voir ce gars sur le point d'être opéré, ne pas se faire opérer? Ok, d'accord, pourquoi pas, ouais, mais il sort d'où le chien? Et bah la réponse est encore plus simple que ce que vous pouvez imaginer. Le créateur s'est tout simplement inspiré d'une anecdote d'un des auteurs de la série. L'un des scénaristes était en train de parler de son chien. Il disait qu'avec son chien, si vous laissiez tomber de la nourriture, qu'importe l'endroit, il sauterait toujours dessus pour la manger. Et c'est à partir de là que, dans la salle d'écriture, tout le monde s'est amusé à imaginer des trucs improbables, des situations toutes plus folles les unes que les autres. Mais pour les scénaristes, ça restait vraiment qu'une blague, qu'un jeu, un truc impossible à mettre en scène. Ils imaginaient tous ces concepts totalement fous, mais juste pour se détendre. Sauf que du côté de Mark Schwann, ça n'avait rien d'une blague. Il trouvait le concept tellement brillant, parce que totalement fou, qu'il a vu son cerveau surchauffer avec des idées qui allaient toujours plus loin. Pour lui, c'était sérieux. On a tous entendu des histoires de quelqu'un qui a déjà vu son chien être stone. Donc, j'ai imaginé un mec qui plane avec son chien qui aurait découvert sa cachette. Et comme le mec est sous drogue, forcément, il ne prend pas les meilleures décisions et il en vient à amener son chien à l'hôpital pour y trouver un vétérinaire. Donc, il s'assoit, la laisse est en place et comme le chien plane aussi, il a faim et il veut son 4 heures. I am so high. Et on le sait, dans la vraie vie, cette situation est totalement impossible, rien que pour le fait que les animaux ne sont pas admis dans les hôpitaux. Et pourtant, cette idée a finalement été approuvée par toute l'équipe de la série. Croyant en vos rêves, même les plus bizarres, c'est la morale de cette histoire. Si au début l'équipe a légèrement bugué en comprenant que le créateur voulait vraiment partir vers cette idée, en vrai, il n'a pas fallu très longtemps pour que tout le monde soit derrière celle-ci. You don't see my... Oh shit! What the hell did he... You've lost your mind. You've lost your goddamn mind, Charlie! Après tout, Joe Davola, qui est le réalisateur de cet épisode, a rappelé que cette idée n'était pas vraiment une surprise, étant donné que Mark Schwann a toujours aimé écrire des épisodes hors normes par rapport à la vie réelle. Et pareil, un membre de l'équipe a confessé qu'après toutes ces années à travailler sur la série avec déjà plus de 100 épisodes au compteur, tout le monde ressentait un petit peu le besoin de se lâcher et de s'éclater. Oh, on peut dire que c'est réussi, oui. Première anecdote à savoir, le cœur que l'on voit à l'écran, c'est un vrai cœur, oui. Quoi? Bon, je vous rassure tout de suite, les créateurs n'ont pas sacrifié un cœur humain qui aurait pu sauver une vie. Non, heureusement, ils se sont simplement tournés vers un cochon. Un choix étrange, n'est-ce pas? Pas vraiment apparemment, parce que, à en croire une spécialiste, ça fait plutôt sens. L'animal le plus proche était un singe. Mais en cardiologie, on utilise les valves des cochons pour remplacer les valves malades des humains. Il y a donc certaines similarités au niveau de la structure, et puis en termes de taille aussi. D'ailleurs, le réalisateur l'a dévoilé, il n'y avait rien de plus facile pour eux que de trouver des cœurs de cochon, parce qu'il y avait énormément de fermes aux alentours en Caroline du Nord. La vie est bien faite parfois. Ouais, c'est vrai, sauf pour les cochons quoi. En tout cas, si vous ne savez jamais quoi ramener comme souvenir quand vous partez aux USA, maintenant vous avez une idée, c'est cadeau. La seconde anecdote sur cette scène concerne le chien utilisé, parce que, à en croire l'équipe de la série, ça n'a vraiment pas été simple de trouver le chien parfait, capable de réagir comme il le fallait, avec ce cœur. Oui, alors qu'ils pensaient avoir trouvé la perle rare avec un chien prénommé Catfish, les créateurs se sont vite rendus compte que il allait pas faire l'affaire. En même temps, apparemment, le chien était totalement blasé, il en avait rien à faire du cœur, il restait là, planté devant, à l'observer.
Une situation qui a logiquement frustré le réalisateur, qui a utilisé tous les subterfuges possibles pour motiver le chien à s'occuper du cœur, mais qui a surtout fait rire tout le monde sur les plateaux. Ah ben c'est simple, apparemment ce fail est devenu tellement mythique au sein des frères Scott que aujourd'hui encore, tous les membres de la série sont capables de vous dévoiler une anecdote différente sur ce tournage. Et je sais pas pour vous, mais je veux tout savoir. Bon, je vous rassure, j'ai une bonne nouvelle, même si Catfish a logiquement fini par être remplacé à cause de son incompétence, il n'a pas été viré. Vous voyez cette scène? Eh bah oui, c'est tout simplement Catfish que l'on voit courir sur le sable en train de narguer Dan qui est au bout de sa vie. Oh, c'est mignon, j'aime bien les happy endings. A noter que son remplaçant a réussi la scène en une seule prise. Ah bah c'est ça les pros. T'es un bon chien. On va pas se le cacher, imaginer une telle scène, c'est plutôt cool et simple à faire pour les scénaristes. Mais le plus dur, c'est de convaincre les acteurs d'y participer parce que, je le rappelle encore une fois, elle est tellement ridicule qu'elle est capable en quelques secondes de décrédibiliser une carrière. Je n'avais encore jamais rien vu comme ça, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est complètement barge. Oh bah oui, ça on peut le dire. Et forcément, si toute l'équipe créative se marrait avec cette scène, parce qu'il faut savoir que tout le monde voulait assister au tournage, parce que tout le monde savait qu'elle allait devenir emblématique, bah il y a une personne qui n'a que très moyennement apprécié son concept, c'est Chad Michael Murray. Alors que Lucas, son personnage, apparaît un brin moqueur dans la scène, il faut savoir que l'acteur n'était pas du tout chaud pour la tourner. Je me souviens que Chad a dit « On va vraiment faire ça? Vous n'êtes pas en train de vous foutre de nous ?» Et j'ai répondu « Chad, si j'utilisais la série pour me foutre de vous, il n'y aurait pas de série. » Et je me souviens que Chad était en mode « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui avais répondu « T'as lu le scénario? À ton avis ?» Il m'avait alors dit « Putain, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment en train de se passer. » Et c'est là que j'ai fait « c'est exactement comme ça que tu dois réagir. » Et c'est bien la réaction que j'ai eue. Et d'ailleurs, je viens de voir que pendant des années, Chad Michael Murray a refusé de parler de cette scène. Il devait être traumatisé, le pauvre. What are we gonna do? Et du côté de Paul Johansson, l'interprète de Dan, sans grande surprise, lui aussi a eu du mal à l'accepter au début, mais pas pour la raison que vous pensez. En fait, l'acteur était tout simplement fatigué de voir son personnage être autant maltraité à l'écran et il espérait voir Dan bénéficier enfin d'un petit moment cool dans la série. Et forcément, quand il a découvert le scénario, il a vite compris que c'était pas le plan. Mais Dan a traversé tellement de trucs, j'en étais à me dire, jusqu'à quand on va mal le traiter là? Et je me disais que je finirais par ne plus être autorisé à monter dans un avion à nouveau, Ça n'arrêtait pas. D'une certaine façon, il voulait vraiment traiter Dan de façon si horrible pour que le public se dise « Wow, il a vraiment la vie dure ». Par contre attention, même si le comédien était fatigué de voir son personnage être encore une fois moqué et encore une fois maltraité dans la série, il a kiffé tourner la scène, ou en tout cas, même si celle-ci était totalement what the fuck, il a tenu à la jouer de la façon la plus sérieuse et crédible possible. Alors évidemment, pas de quoi gagner un Emmy Award, mais il a suffisamment bien joué pour qu'on évite de tomber dans une ambiance façon Hélène et les garçons. Et ça c'est cool. Je me disais, il faut qu'on donne tout, parce que si vous ne faites le truc qu'à moitié pour un moment comme ça peut vraiment très mal sonner. C'est comme quand vous jouez aux cow-boys et aux indiens avec vos amis. Si vous n'êtes pas à fond quand quelqu'un vous tire dessus et que vous ne tombez pas en faisant semblant de mourir, vous ne vous amusez pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré les bad buzz et les moqueries, personne ne regrette cette scène aujourd'hui. Comme Mark l'a déjà dit, elle a de toute façon toujours été prévue pour être aussi ridicule dès le début. Et même à l'époque, il était le premier avis d'entendre les gens rire devant cette scène. Et d'ailleurs, quand on fait remarquer au créateur que cette scène c'est le moment what the fuck et qui a totalement fait vriller la série, il a la réponse parfaite pour ça. Mais on a fait une scène Jump the Shark dès l'épisode 2. Nathan et Hayley se sont mariés au lycée. Oui, c'est sûr, vu comme ça, on aurait dû se douter dès le début que cette série n'était pas normale. On est con en fait. Et puis, alors, on accepte ou pas cette réponse, mais comme l'ont rappelé des membres de l'équipe, c'était le genre de scène qui était nécessaire parce que Les Frères Scott a toujours été une série qui avait besoin d'un certain équilibre entre les trucs sérieux et les trucs un petit peu plus légers, délirants. Et l'un d'eux a même rappelé que si les scénaristes avaient opté pour une scène classique, personne n'en parlerait aujourd'hui. Et ce serait dommage. Et ces propos sont totalement validés par James Lafferty et Jonathan et Paul Johansson, qui assurent que, encore aujourd'hui, c'est la scène dont on leur parle le plus. Et ça les fait marrer. Même si elle est what the fuck, ridicule ou improbable,
il leur est impossible d'en avoir honte parce qu'elle a réussi à faire ce que tout le monde cherche à faire quand il joue ou crée quelque chose, c'est réunir du monde. Je continue d'être arrêté par des gens qui me disent « On peut prendre une photo ? J'ai grandi avec votre série. » Et puis « Oh, ce moment où le chien a mangé votre cœur, c'était tellement génial !» Et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que même si vous trouvez cette scène totalement ridicule, ce qui est le cas, hein, elle n'est pas du tout inutile. Oh que non! Pourquoi? Parce qu'elle est probablement, malgré elle, à l'origine des meilleures comédies de ces dernières années. Ouais. Oui, Mac Schur, qui est un ancien scénariste de The Office, mais surtout le créateur de Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine ou encore The Good Place, a révélé que cette scène était devenue mythique pour lui et ses équipes. On a commencé à la regarder dans la salle d'écriture de Parks and Recreation, puis on l'a amenée dans Brooklyn Nine-Nine et ensuite dans The Good Place. Je dirais qu'on doit la regarder au moins une fois par semaine. Et d'ailleurs, sachez que cette séquence aurait pu ne pas être la plus incroyable de la série, parce que dès la saison 1, on a failli assister à une scène qui aurait pu être encore plus mythique, encore plus what the fuck, et encore plus foutage de gueulement drôle. Alors que la salle des scénaristes était réputée pour être portée par énormément d'humour, avec des auteurs qui se balançaient des concepts tous plus fous les uns que les autres à la figure, et bah à un moment donné, il y en a un qui a imaginé une idée qui aurait pu entrer directement à la première place des idées les plus what the fuck de l'histoire de la télévision. Est-ce que j'exagère? Mais pas du tout! Un jour, et dès la saison 1, quand la série était encore centrée sur le basket et la haine entre les deux frères, quelqu'un a pitché une idée avec une bombe nucléaire. Elle était découverte dans la ville et il était impossible de s'en approcher alors que le bouton pour la désarmer était en plein milieu. Et la ville devait alors voter pour savoir quel frère allait lancer un panier pour la désactiver. What the f, man? Je vais pas vous mentir, je suis dégoûté de ne jamais avoir vu cette scène parce que rien que d'y penser, j'ai des frissons de plaisir. Bref, vous l'aurez compris, hein, la pire scène des frères Scott et possiblement de l'histoire des séries est également l'une des plus drôles parce que totalement assumée. Non, elle n'a pas été faite avec sérieux, et oui, elle a été faite avec du second degré et une totale maîtrise du début à la fin. Du coup, même si on peut totalement se moquer de cette scène en la regardant aujourd'hui, et bah personne ne la regrette. Enfin presque, le créateur l'a quand même avoué, hein, il reste dégoûté d'un truc avec cette séquence. Si pour lui cette scène est une totale réussite parce qu'elle amène tous les personnages là où ils devaient être avec notamment un Dan au bord du désespoir, et bah il y a quand même un regret qui lui reste coincé en travers de la gorge. En revoyant la scène, hein, j'ai été déçu par les faux cubes de glace. Sérieusement, ils font vraiment fake quand le cœur tombe par terre. Ah bah comme quoi, hein, c'est pas parce que vous créez des scènes what the fuck et ultra chelou que ça doit vous empêcher d'avoir un vrai sens du professionnalisme. En parlant de professionnalisme, j'aurais bien aimé voir la gueule des mecs qui ont traduit One Tree Hill par les frères Scott quand Chad Michael Murray s'est barré de la série parce que, à ce moment-là, hein, le titre n'avait plus aucun sens. Bien joué les génies! What a joke. Et c'est sur cette belle leçon de vie que je vous laisse. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques trucs. Et moi je vous dis à la prochaine.